Salut à tous, c'est la chaîne Rien que la boxe. Aujourd'hui, on se retrouve pour pour le gros week-end de boxe qu'il y a eu ce week-end. J'ai le plaisir d'avoir Max en compagnie. Salut tout le Comment monde, ça va ou quoi? ça va bien et toi, tranquille? Ça entraîne ou ça s'entraîne? Ah ça, moi j'ai repris là, ça y est, enfin. Enfin, j'ai vu que tu avais envoyé une petite photo où tu avais marqué tes calories dépensées en une seule séance là. Ouais, là tu sais, au travail j'ai le Polar Flow. En fait, tu mets un capteur, tu sais, sur le torse et ça te donne ton rythme cardiaque. Donc avec ça, tu peux calibrer tes entraînements. C'est vraiment bien, tu vois. Ça permet d'être plus précis D'accord, ouais, dans ce que tu fais. Ouais. c'est J'avais bien. ça à l'époque quand j'étais compétiteur. J'avais ça, tu sais, je devais courir avec ça. J'avais un programme à suivre et tout. Mhm. Ça permet de savoir ta fréquence max, savoir où travailler pour être dans les meilleures tranches de cardio que tu veux faire, tu vois. C'est vraiment pas mal en préparation physique. Ça s'appelle Polar Flow. D'ailleurs, franchement, je crois que ça vaut une centaine d'euros. Et tu mets ça sur ton téléphone, quoi. Avec l'application, maintenant, tu vois tout en temps réel, quoi. Tu vois c'est vraiment stylé, quoi. Ouais. Ah oui, j'ai un ami aussi à la salle qui l'a. Salut Christopher d'ailleurs, qui l'a. Moi, j'aimerais bien essayer un de ces jours. Euh, Ouais, ouais, ouais. Maintenant, ils font aussi un bracelet que tu peux mettre directement sur le bras, mhm. à la place de mettre la ceinture, tu vois, sur le thorax. Là, tu mets le bracelet sur le bras. Franchement, à l'époque, c'était moins précis, mais aujourd'hui, avec la technologie qui a évolué, c'est quasiment la même chose, quoi, tu vois. Et c'est plus facile à mettre. Voilà, c'est plus pratique. C'est peut-être un peu plus pratique, tu vois. Ça vaut un peu moins cher aussi, donc faut voir, quoi. D'accord. Ouais. Bon, bah, t'as vu le gros week-end qu'on a eu, et encore, hein, je vais te dire, heureusement que le combat de Teofimo Lopez, il a été annulé dû à cause de son Covid. Euh, il a été reporté en août. Je me souviens plus exactement de la date contre l'Australien Georges Combozo. Donc là, il y a vraiment eu deux grosses réunions, trois majeures et une entre guillemets mineure. Voilà, donc on va commencer par la première qui a été assez surprenante à cause de son heure, parce que tu sais, c'était celle de DAZN qui a été dans une tranche horaire qui était plus propre, plus convenable pour nous. Même moi, j'ai été en fait surpris. C'est quelqu'un qui m'a dit que c'était à 22, 23, ça avait commencé à 22, 23 heures. C'était le combat entre Munguia, le jeune Mexicain, le jeune Mexicain qui affrontait un, un ancien, l'ancien, quoi, le dernier combattant, le dernier qui avait combattu Golovkin. Je crois qu'on l'avait Ah pas. oui. Oui, Le Polonais. exactement, le Polonais. Voilà, Ouais, c'est ça. Ouais, que Golovkin avait arrêté à la septième, au septième round. ouais, Et, c'était ça. et là, il avait affaire à Munguia, entre guillemets, l'étoile montante et montante aussi de catégorie. Parce qu'il Il est très était bon, hein, ce Mondial. exactement. Il a eu des combats quand même difficiles, un petit peu des fois tirés par les cheveux, mais là, j'ai l'impression que en fait, il monte au fur et à mesure là, il prend de l'expérience là. Bon, il a été champion chez les Super Walter, la, Oui. la, la, la division de Jermel Charlot. Et là, en fait, il monte chez les moyens avec Golovkin. Et ben justement, je pense que c'était un moyen de comparer la performance que lui a faite et celle que Golovkin a faite contre le même adversaire. Il est pas encore arrivé au niveau de Golovkin, hein, on peut voir quand même. Ouais, je pense, mais bon, vu le résultat, vu que tu sais, Ah, c'est bien. Ouais. en fait, ça a été un combat assez, je dirais, pas simple, oui, assez simple, parce que je pense qu'il a,
il a gagné à peu près tous les six rounds qu'ils ont pu faire. Parce que malheureusement, le Polonais, c'est un très bon combattant, moi, je trouve. Il a été champion d'Europe, il était Très invaincu, résistant, ouais. il est très résistant, incroyablement. Il était invaincu avant le combat de Golovkin, mais on voyait sur son palmarès que, bon, et c'est ce qui lui a manqué, en fait. C'est qu'il frappe pas, quoi, il frappe pas assez fort pour sa Exactement. catégorie. Ça veut dire que on a, c'était pas des coups qui portaient et qui pouvaient faire mal à Munguia. Et par contre, Munguia, lui, ça cogne, hein. Ça frappe, mais il y a quand même une grosse différence avec les frappes de Golovkin, quand même, hein. Ouais, 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 Golovkin, c'est un cran au-dessus encore, hein. ouais, ouais. Tout C'est, tout à fait. Mais est-ce que toi, bon, t'as vu les deux combats ouais, moi, j'ai travaillé tout le week-end, là. J'ai vu ça un petit peu aujourd'hui. Euh, j'ai pas pu regarder tous les rounds de ce combat-là. Je l'ai survolé, tu vois. mhm. Mais c'était un beau combat, ouais. C'était un beau combat. Au Euh, combat, parce que des fois, le Polonais, il avait des fulgurances, mais qui touchaient Munguia, parce que Munguia, des fois, en fait, son problème, c'est qu'il souvent, sa défense, elle n'est pas toujours au point, mais voilà, il l'a touché, mais c'était pas assez pour inquiéter Munguia qui était en furie. Et D'ailleurs, j'ai adoré les combinaisons de Munguia. J'ai adoré les combinaisons de Munguia. Des combinaisons de 4, 5, 6 coups. c'est l'école mexicaine, hein. Eux, J'adore. ils font beaucoup d'enchaînements. Euh, Ouais. et là, faut pas oublier qu'il a changé d'entraîneur aussi. Maintenant, il a Morales. Je sais pas si tu te rappelles, Morales. Oui, Eric Morales, ouais. Et Eric Morales, une légende, une légende dans Oui. les années 2000 où il avait fait, je crois, il a une trilogie avec Pacquiao. En tout cas, c'est Une lui qui. trilogie de fou, hein. Une trilogie de folie avec Pacquiao. C'était incroyable. J'ai Ah, adoré ce truc. Ouais. et là, c'est lui qui s'occupe de lui. Donc, vraiment, là, en fait, voilà, d'ailleurs, on va en parler tout de suite. Là, il projette après cette victoire, parce qu'en fait, le Polonais n'a pas pu en fait se relever à l'appel de du septième round. Donc, C'est ça. l'arbitre a été arrêté. Donc, c'est une victoire. C'est KO, ouais. Ouais, pas TKO. Donc là, il cherche bien sûr un titre. Les titres, c'est Golovkin. Les titres, c'est le japonais Morata. Les titres, c'est bien, Très dur, le japonais aussi, ouais. Ouais. voilà, c'est Charlo Diarmal. Charlo, voilà, on va en parler un tout petit peu plus tard. Donc là, il a dit, soit je veux mon prochain combat, c'est soit pour une ceinture, soit j'aimerais bien combattre celui dont on va parler tout de suite, qui a eu une victoire éclatante contre un Ouzbek qui était lui aussi une étoile montante, c'est Gabriel Rosado. Ah, Rosado, incroyable, incroyable. Sûrement, franchement, ça fait plaisir de voir un ancien comme ça, tu vois. Oui, Euh, ouais, ça fait vraiment plaisir. C'est là où tu vois qu'en boxe, tout est possible, quoi, tu vois. Et exactement. ça, c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. J'adore, j'adore. Oui, oui. KO de la. Peut-être KO de l'année, mais n'oublie pas Oscar Valdez, hein. Le Oscar Valdez, faut pas Valdez l'oublier. aussi. En tout cas, il est candidat véritablement au KO de l'année. KO qui s'est fait à la troisième reprise, un combat en fait qui était destiné pour le Ouzbek. Je vais oublier son nom, excusez-moi, je vais le marquer. En tout cas, voilà, c'est un Ouzbek qui devait combattre Kovalev au mois de janvier. Voilà, c'est aussi une étoile montante. Et Gabriel Rosado, c'était un petit peu sa porte d'entrée dans le grand monde. Et là, il est tombé sur un roc. Et pourtant, ça avait bien commencé. Sur le papier,
L'autre est plus fort, hein. J'ai oublié son nom, mais très très fort, très très fort. Ça change de garde. En gaucher, très efficace. Des séries courtes, mais très très efficaces, quoi. Des coups très puissants. Un bras arrière au corps dévastateur. Oui, qui a fait mal après la première. Il aurait dû gagner ce combat s'il avait été expérimenté. Je pense qu'il se serait moins jeté. Mhm. Il ne se serait pas fait contrer comme ça. Il aurait gagné. Ouais. Après, c'est là où on a vu l'expérience de Rosado, le jeu de jambes, être capable aussi de changer la dynamique du combat. Quand il est rentré, il a décidé d'arrêter de reculer après Mhm. avoir été touché. Je crois c'est à la première reprise qu'il À la prend un down. première, il a été touché par, après une série de coups par un coup au corps qui l'a mis. Et en fait, est-ce qu'il a mis, comme tu le soulignais hors antenne, entre guillemets, en fait, il a mis un genou à terre pour. Ah, c'est volontairement. Ça, c'est vraiment une preuve d'expérience, quoi. Exactement. Et ça me fait penser, petite anecdote, à Georges Carpentier, pour ceux qui savent, le moment donné où il avait mis un genou à terre et il avait pris un temps justement pour prendre un peu de recul sur le combat et ça lui avait permis de revenir dans le combat et de gagner. Ouais, tout à fait. C'est vrai que le genou à terre de nos jours, peut-être qu'on devrait en faire une vidéo. C'est un geste qui est, je trouve, assez négligé et qui est pourtant quelque chose d'assez essentiel, ne serait-ce que pour récupérer. Mais de nos jours, il y a très peu de gens qui utilisent ça comme, et je dirais que c'est une arme pour repartir au combat. Pour repartir au combat, malheureusement, ça fait partie des gestes de récupération que beaucoup de combattants ne font plus, ne font plus. Mais en tout cas, Après, c'est une question d'orgueil aussi. oui, sûrement. C'est ce que le genou. Voilà, mettre un genou à terre, c'est jamais glorifiant, quoi. Après, c'est vrai que ça peut être stratégique, quoi. Ça peut être Mhm. stratégique. Un mec qui met un genou à terre dans la tête de l'adversaire, il se sent gonflé à bloc. Et ça peut être à ce moment-là, tu vois, le moment donné où il va faire une erreur, il va se jeter pour terminer trop rapidement le travail. Et c'est là qu'il peut prendre un contre. Et là on a vu ça en toute beauté, quoi. Ouais, Incroyable. Rosado qui se dit, à chaque fois que je suis coincé dans les cordes ou dans le coin, il m'envoie ce bras arrière puissamment au foie. Donc il est découvert. Il est découvert. À ce moment-là, il est découvert. Donc il y a un timing à trouver. Il est parti se mettre dans le coin volontairement et il l'a piégé. Et ça, c'est une grande preuve d'intelligence, de combat, d'expérience. Et ce bras arrière calibré à la mâchoire, au moment donné, mais c'est du millimètre en termes de timing. C'est vraiment magnifique, quoi. Et, exactement. C'est ce qu'il a expliqué en post-interview à Bernard Hopkins, qui était dans le public. Il a expliqué comme quoi, en fait, il essayait de distraire son adversaire avec le bras avant, en mettant des directs crochets, tout ça, tout en sachant que son adversaire allait aller au corps, puissamment au corps avec son bras gauche. Donc, il a attendu le bon moment pour mettre son bras arrière. Et c'est magnifique. Même sur le bras arrière, regardez bien, parce que quand il met le bras arrière, l'Ouzbek, il met son bras, son crochet, son hypercut plutôt, son hypercut du gauche, et Rosado, il met le bras arrière, mais il a un geste défensif juste derrière qui lui évite aussi l'hypercut gauche de l'Ouzbek. Donc c'est vraiment magnifique en termes offensifs, bien sûr, mais défensifs. c'est là où on voit l'intelligence de jeu. Ça, c'est de l'intelligence, de l'adaptation. C'est magnifique. Et on voit que les retournements de situation dans la boxe, c'est pour ça aussi qu'on aime beaucoup ce sport, je pense. C'est un sport où en un coup, tout peut changer. Exactement. Et ça, c'est vraiment ouais, c'est magique, quoi. Hein. C'est clair. Donc, en fait, on espère vraiment que
Rosado, qui était aussi, on le rappelle, qui avait pas donné du fil à retordre, mais je veux dire, qui avait fait une belle résistance contre Golovkin. Au premier Ah, temps où Golovkin était aussi, pas son apogée, mais il était pratiquement une star à l'époque. il était au top, hein, il était déjà au top. Et Gabriel Rosado, ça a été l'un des premiers à lui avoir donné une certaine, entre guillemets, une certaine résistance. Ouais, mais Golovkin, qui passe à marche avant. Il y a eu pas mal de sang pendant ce combat, si je me rappelle bien. Il avait eu le visage complètement défiguré, mais en tout cas, super combat, super retournement de situation de Gabriel Rosado. Rosado, Vraiment, gros mental. ça va faire un. Je pense que le combat qu'il avait fait contre Jacob. Oui, pour moi, pour moi, il avait gagné. Très serré, en tout cas. Très serré. Mais en tout cas, ça va donner un excellent affrontement contre Munguia. T'imagines les deux? Ça serait terrible. Ça sera un beau combat. Ouais. Ça vaudrait un championnat. Ça vaudrait un championnat. Complètement. Et puis je pense que ça amènerait pas mal de public. Hein. Rosado, il a joué dans le dernier. Oui, c'est vrai. C'est l'acteur que vous retrouvez dans Creed. Exactement. C'est assez rare de voir des prestations qui ressemblent à la réalité, puisque là, on a effectivement un vrai boxeur, quoi. Donc les mouvements sont justes. Et ça fait plaisir. Ça change du Rocky à l'ancienne. Tu vois ce que je veux dire? Même si on adore Rocky. Hein. Ouais, c'est vrai. Il y avait même André Ward qui a joué dans Creed. Et je me rappelle qui fait le sparring, ouais. Du Britannique, là, je vais oublier le nom, en plus, je l'aime bien. Je le marquerai aussi, qui a joué dans Creed, qui a été d'ailleurs un de ses adversaires. Donc, qui avait combattu David Haye et qui avait été champion du monde des lourds légers. Ça va me revenir, mais bon, des fois, j'ai des pertes de mémoire. C'est l'âge, peut-être. T'es jeune, ça, c'est bon. Alors, on va se retrouver pour l'un des deuxièmes événements, c'est Jermel Charlo